bonjour, bienvenue dans cette nouvelle actu ludique de notre boutique à Jeux Barjo à Bordeaux. Ici Benjamin, ici Pierre derrière la caméra et moi-même Romain pour vous présenter tout ça. On s'excuse déjà, pas de vidéo la semaine dernière parce qu'on a eu un gros bug technique, on l'avait tourné avec beaucoup d'amour, mais malheureusement le programme a fait non. Du coup cette vidéo sera un peu plus longue qu'à normal parce qu'on va vous présenter tout ce qui est sorti la semaine dernière, ce qui sort aujourd'hui et du coup il y a plein de trucs, du coup on va prendre notre temps. Voilà, se décider, ce sera une longue vidéo, c'est tout. Voilà, comme ça vous pourrez avoir encore plus de précision. Du coup on va commencer tout de suite. Une petite balade en forêt, Ben. Exactement, donc là vous avez Forêt Mixte ici, un jeu très beau. On est sur un jeu de 2 à 5 joueurs qui va se jouer globalement avec cette petite rivière de cartes et chaque joueur aura des cartes ici. Vous allez avoir des cartes en main, à votre tour de jeu vous allez pouvoir soit piocher, soit jouer des cartes. Au début la rivière sera vide, vous allez piocher dans la pioche. Quand vous allez jouer des cartes, vous allez commencer au début par placer des arbres, comme ceci. Un arbre, vous voyez qu'il a un petit coup. Il aura un coup, toujours, toutes les cartes auront un coup ici. C'est un coup qu'on paie en cartes. Justement, on va devoir se défausser de cartes de sa main. Donc il y aura des petits choix à faire. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je rends? Sachant que ce que vous le rendez, vous le mettez dans la rivière, ça devient disponible pour les autres. Maintenant, une fois que vous avez au moins un arbre, comme ici, vous allez pouvoir potentiellement jouer des cartes faune ou des cartes flore. Du coup, qui vont être des animaux, des insectes, des diverses espèces de champignons, de tout ce que vous voulez. Et vous voyez que les cartes, elles sont soit divisées en deux, en haut ou en bas, soit divisées à droite, à gauche, comme ceci. Et du coup, vous allez choisir quel côté de la carte vous voulez jouer en glissant l'autre sous votre arbre. Et ça va vous donner des petits bonus. Vous allez avoir des effets de scoring en fin de partie, vous allez avoir des effets actifs ici, par exemple, à chaque fois que je jouerai ce symbole-ci, il se passe des choses, etc. etc. Et du coup, chaque carte a des façons de scorer un peu différentes, et donc vous allez essayer de mixer un peu tout ça pour faire votre petite soupe de points. Dans le paquet des cartes, il y aura 3 cartes hiver quand on trouve la première. La fin de partie approche, mais ça va. La deuxième, ça nous indique attention, il va falloir bientôt finir notre stratégie, puisque dès qu'on révèle la troisième, la partie s'arrête. Donc même si certains étaient en cours de planifier quelque chose, et l'hiver est là, c'est trop tard, on s'arrête là. Donc voilà, Forêt Mixte, c'est un jeu assez cool, peut-être un peu long quand on est à 5 joueurs, mais les mécaniques sont assez simples à prendre en main, avec quand même pas mal de façons de scorer, pas mal de petits combos à faire, donc c'est hyper intéressant. Nous on a beaucoup aimé le jeu en tout cas. Oui, carrément, c'est tout mignon, c'est un énième... Thème nature, on va pas se le cacher. Très bien, il est vraiment très bien, c'est tout petit, pourtant vous allez créer un vrai moteur de jeu, comme il a dit, des capacités quand ça arrive en jeu, quand je fais cette action là, vous pouvez retrouver un peu de hurt entre guillemets là-dedans, parce que plus vous allez avoir de cartes, plus vous allez faire de trucs un peu partout. Du coup c'est vraiment chouette, c'est plein de choses à faire en plus, donc c'est petite boîte, mais c'est quand même des parties de 45 minutes à 1 heure, c'est vraiment très bien. Si vous aimez bien réfléchir, bien optimiser, et les dilemmes surtout, parce que quand vous jouez des cartes, vous défaussez des cartes, il va falloir des fois avoir des choix durs. C'est vraiment très cool. Qu'est-ce qu'on jette? Yes, Forêt Mixte, on recommande à fond. On va passer à Mythicas, alors bienvenue en Olympe, changement de thème, la mythologie grecque, on est bon? Je dis pas de bêtises. Je crois bien. Ouais. Donc c'est de 2 à 4 joueurs, jeu de stratégie familial plus, initié on va dire, même si j'aime pas ces étiquettes là. Ça marche très bien à 2, il y a 3-4 joueurs. Le but du jeu c'est de faire un maximum de points. Pour faire des points il va y avoir surtout 2 manières. Première manière, c'est simple, vous allez avoir votre plateau joueur qui est ici, des petits bâtiments, d'ailleurs je pense qu'on nous a chouré. Et le petit bâtiment vous allez devoir les construire sur cette montagne en 3D. Ça c'est plutôt classe, pour marquer des points. Plus votre bâtiment est haut, plus vous allez avoir de points tout simplement. Seconde manière de gagner des points, ça va être via les cartes divinités qu'on a ici. Vous en allez avoir pas mal, pas énormément de dispo à chaque partie, ça va dépendre du nombre de joueurs, il n'y a pas toute la pioche, on va prendre au hasard. Chaque dieu vous donne un pouvoir que vous pouvez faire à chaque tour, ou un pouvoir qui vous dit qu'à chaque fois que vous faites ça. Et surtout, chaque dieu va vous donner une manière de scorer complètement différente, donc il y a aussi une bonne rejouabilité là-dessus. Comment ça joue? C'est très simple, ça va être via ce petit plateau qu'on voit ici central, qui va nous donner les 8 actions du jeu, parce que c'est un jeu de pouce d'ouvrier. Chaque joueur a son petit bonhomme, et à mon tour de jeu, je vais aller sur un des emplacements d'action qui est disponible, parce que s'il y a déjà quelqu'un, je ne peux pas y aller, et je fais l'action en question. Alors c'est un jeu de stratégie, mais avec de l'interaction, et ça c'est cool, parce que souvent il y a peu d'interaction dans ce genre de jeu, là il va y en avoir. Je m'explique, parce que quand vous faites votre action, vous allez faire l'action en cours. Si vous avez un de ces petits jetons que je vous expliquerai après, vous faites l'action bonus en plus, et si un autre joueur a ce jeton-là, par exemple Ben, il a le jeton jaune, et moi, comme je fais l'action jaune, il peut décider de défausser son jeton jaune pour faire lui aussi l'action.
Et du coup, on va constamment surveiller ce que font les autres, ce que veulent les autres, pour pas aller faire l'action que lui voudrait faire parce qu'il a le jeton. Du coup, c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi ce petit côté sur l'Olympe, les bâtiments qu'on va construire, il y a des emplacements limités, on va pas pouvoir construire X bâtiments, du coup, il va falloir faire attention à ça. Dans les actions, vous allez produire des ressources, vous allez pouvoir choper ces petits jetons offrandes, vous allez pouvoir faire des offrandes pour choper ces cartes dieux, il va y avoir un petit système de majorité. On peut se piquer les dieux les uns les autres tant que le dieu n'est pas bloqué pour nous, du coup encore plus d'interaction. Et petite mécanique sympa, c'est au niveau des ressources, donc vous avez trois ressources cool, différentes, et vraiment, moi j'ai bien aimé cette mécanique. Vous allez avoir, quand vous produisez des ressources, c'est par rapport au bâtiment que vous avez déjà construit, par rapport à l'étage où ils sont. Si j'ai un bâtiment niveau 1 et que je produis des ressources, hop, ça va aller ici, sur l'étage numéro 1. Ces ressources peuvent me servir à construire un bâtiment, mais que au niveau 1. Il va falloir que je m'organise pour déplacer mes ressources pour construire un bâtiment niveau 3 par exemple ici. Il faut les acheminer à l'étage. C'est ça, et du coup ça va être via les actions bien entendu. Du coup Mika c'est vraiment très cool, c'est pas trop compliqué, c'est très fluide, on va toujours regarder ce que font les autres, ça marche aussi bien de 2 à 3 4 joueurs, c'est pas des grosses parties, une demi-heure à 1 heure, du coup c'est vraiment chouette, nous ça nous a tapé dans l'œil, on a beaucoup aimé, du coup n'hésitez pas, Mythica c'est plutôt cool. Alors les autres nouveautés, parce qu'on a une grosse pile là, on n'a pas voulu la mettre, donc on va vous la dépiler au fur et à mesure, on va commencer par les plus petits. Hop, Here to Slay, la nouvelle extension, Berserker et Nécromancien, c'est dispo, donc 2 personnages en plus pas mal de cartes dans le thème qui va bien, du coup si vous êtes fan d'Here to Slay, n'hésitez pas, c'est sorti. Allez, moi je vais faire celui-là. Allez, 1920 Wall Street. 1920 Wall Street, donc toujours dans cette petite gamme des jeux 1920, donc on a une petite boîte, mais quand même assez gros jeu de stratégie, hein, mais on peut être surpris des fois par la taille. Là, dans celui-là, vous allez incarner du coup des agents de traders de la bourse, tout simplement. Juste avant un crash boursier pas trop connu en 1920, parce que c'était une explosion qui a carrément détruit premier attentat, une partie de Wall Street, et donc la bourse était stoppée pendant quelques temps. Donc vous allez essayer de gagner le plus d'argent possible avant cet attentat, parce qu'on a un peu flairé le truc. Comment ça va se passer ? À notre tour de jeu, on va pouvoir se déplacer ici autour de cet endroit-là pour acheter des titres. Donc les titres, c'est ce qui va vous donner des actions dans certains cours. Il y aura le coton, le blé, le pétrole et le dernier, j'ai oublié ce que c'est. Mais voilà, vous avez l'idée. Sachant que les titres de blé sont beaucoup plus faciles à obtenir que ceux du pétrole, parce que c'est une ressource un peu plus rare. Vous allez aussi éventuellement avoir des cartes qui vous permettent d'influencer les cours de ces ressources. Et donc de faire varier, dire lui il a plein de blé, je vais peut-être faire baisser le cours du blé. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, vous avez besoin d'argent. Pour l'argent, vous allez pouvoir soit faire des prêts à la banque, soit augmenter votre capital, soit des fois, vous allez devoir vendre des titres. Et du coup, quand vous vendez un titre, vous le mettez ici, vous le mettez disponible, et en fonction de la valeur actuelle de cette ressource, vous récupérez des sous. Et donc, on va jouer tout ça jusqu'à que la carte explosion soit révélée. À ce moment-là, l'attentat a lieu, Wall Street est détruit, et du coup, on regardera tout simplement qui a le plus d'argent. Ce qui est marrant, c'est que quand vous, certaines cartes, vous allez les défausser, vous allez les mettre dans 3 piles, parce qu'il y a 3 petites piles différentes, et ça va déclencher potentiellement un effet négatif à la fin de la partie pour tout le monde. Ça peut dévaluer le cours de certains trucs, ça peut carrément faire que l'or n'a plus d'utilité, etc. Et donc, suivant ce cours des fosses, on peut aussi influencer la façon que les autres auront de marquer des points, ou nous-mêmes. Et donc, ça peut être un moyen assez cool de dire je vais défausser cette carte-là, je vais la mettre dans cette pile ici, pour dévaluer le cours de la bourse, parce que je vois que Romain, il a plein de titres, et moi, j'ai plutôt plein d'argent en cash, donc voilà. Et du coup, en fin de partie, suivant le nombre de titres que vous avez, vous scorez en fonction de la valeur de chacune des ressources en question. Voilà. Ouais, c'est un jeu où chaque action que vous faites aura une incidence sur la partie, sur vos points, sur les points des adversaires. Aussi, du coup, il va falloir être très observateur, faire les bonnes actions au bon moment, le cours qui change tout le temps, c'est vraiment cool. Ouais, très bien 1900 Wall Street. Autre petit jeu, un micro-game, le nouveau Western Legend Showdown. Du coup, un petit jeu pour 2 joueurs, des parties de 10-20 minutes, ça va dépendre de votre degré de réflexion. Du coup, dans celui-là, on va incarner des cow-boys et on va avoir chacun un jeu de cartes que vous voyez ici. On a exactement le même jeu, c'est des cartes qui ont des valeurs de 1 à 7. On a 3-1 et après c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chaque carte a des petits pouvoirs, comme vous pouvez le voir. Vous avez le petit wallop, la détermination, etc. Alors comment on gagne ? C'est en faisant un maximum de points. Pour faire des points, on va essayer de choper les cartes. Chaque carte remportée nous rapporte 1 point. En début de partie, parmi toutes ces cartes qu'on voit ici, on va en choisir 3.
hop, on les met au centre de la table, les autres on les range, elles ne serviront pas. C'est sur ces 3 lieux que nous allons nous battre, tout simplement. Chaque lieu va nous dire à quel moment on récupère les cartes en fonction de sa petite condition qui est marquée ici. Ici on récupère les cartes seulement quand il y a 3 Walloop. Ici on récupère les cartes quand il y a 2 cartes du joueur noir et 2 cartes du joueur rouge. Ici on va récupérer les cartes seulement quand il y a 4 cartes de valeurs différentes, assez simplement. Quand c'est à moi de jouer, ça c'est simple, j'ai 3 cartes en main, j'en joue une et je repioche. Quand je joue une carte, je la joue et je fais son pouvoir. Par exemple, le Walloop peut me permettre de jouer un second Walloop si j'en ai un dans ma main. Hop, donc ça par exemple déjà ça peut permettre de mettre des cartes très rapidement dans une pile pour récupérer les cartes. Après vous allez avoir pas mal de pouvoirs qui vont intervenir là-dessus, qui vont faire plein de petits rebondissements de situation. Mais pour déclencher les pouvoirs, il faut que votre valeur soit supérieure à l'ancienne. Tout simplement. Du coup, il y a ça aussi qu'il va falloir gérer en fonction des valeurs, en fonction de où je mets quoi, comment j'empêche l'autre, parce qu'on connaît le jeu adverse, parce que vous avez exactement le même, on ne connaît pas juste sa main pour le moment. Du coup, c'est un jeu très stratégique, on va vraiment pas mal réfléchir. La petite originalité en plus de tout ça, c'est la petite carte réputation. Ça, c'est le premier jour qu'il l'aura. Il y a certains moments où vous n'avez pas envie de jouer de carte, parce que vous voulez attendre de voir ce que fait l'autre, ou c'est pas le bon timing, etc. Du coup, si vous avez la carte réputation, vous pouvez vous dire, ce tour-ci, je ne joue pas de carte, et je passe la carte à l'autre joueur. Faut faire attention quand même parce que vous lui passez déjà l'option de le faire à son tour, mais à la fin de la partie ou à n'importe quel moment de la partie, s'il y a une pseudo-égalité, le joueur qui a la carte réputation remportera l'égalité. Donc il va falloir utiliser cette carte avec parcimonie aussi. Voilà, c'est assez simple comme tous les micro-games du genre, mais c'est vraiment très cool parce qu'il y a une très bonne rejouabilité, pas mal de petites cartes avec des petites contraintes différentes, un bon jeu de stratégie comme on aime. Western Legends London, on vous recommande à fond. Carrément. Allez à moi parce que j'aime bien celui-là aussi. Ouais, celui-là je te le laisse. Hop, petite nouveauté dans la collection Betrayal, parce que le premier du nom c'est Betrayal at the House on the Hill. Du coup celui-ci sera Betrayal at Baldur's Gate. C'est un peu près les mêmes règles, c'est ça qui est cool pour le coup, c'est vraiment trop bien. C'est un jeu coopératif, vous êtes ensemble contre le jeu, mais au début de la partie vous savez pas comment gagner, comment perdre, et vous êtes tous ensemble. Vous allez explorer les environs de Baldur's Gate, forcément, parce que ça va être vraiment dans cet univers-là. Avec des tuiles, vous allez explorer la map. À chaque tuile, vous allez voir des choses possibles à faire, ouvrir des coffres, regarder des objets, etc. À un moment donné de la partie, un joueur va piocher une carte qui va lui dire « Ah ah, tu deviens le méchant ». Et du coup, à ce moment-là de la partie, on va savoir comment ce joueur, le nouveau méchant, va gagner, et tous les autres qui sont maintenant contre lui, comment eux gagnent à leur tour. Et du coup, chaque partie est différente, c'est toujours tendu et très cool de voir c'est qui sera le trade parmi nous, comment on se déplace, comment on se pose, c'est vraiment trop cool. Si vous voulez aimer les jeux de ce genre avec une très forte rejouabilité, des parties toujours différentes, Betrayal at House on the Hill, on vous... non, du coup, celui-là c'est à Baldur's Gate, on vous le recommande à fond. Carrément. Allez, moi je vais vous présenter ici The Art Project. Donc petit jeu coopératif pour le coup. On va être tous ensemble. On incarne des personnes qui vont. On est la rescue team. Il y a des gens qui ont volé des œuvres d'art un peu partout, et nous on va essayer de les récupérer pour les rendre. L'univers Monuments Men. C'est ça. Ceux qui ont vu le film. Ok. Moi j'ai pas vu. Tu vois. Tu devrais. Il est très bien. Du coup, donc on est coopératif, comme je vous disais. On va avoir ici un petit van avec nos ressources collectivement récupérées, des cartes avec différents lieux qu'on connaît, des villes plus ou moins connues, des choses comme ça, sur lesquelles il va y avoir des petits agents de la main blanche, qui sont ces agents qui ont volé et récupéré ces fameuses ressources, ces fameuses œuvres d'art qu'on va vouloir nous récupérer à notre tour. On va avoir des cartes en main. Qu'on va pouvoir jouer. Donc là on va pouvoir un peu communiquer sur ce qu'on pense qui est le mieux de jouer parmi ce qu'on a, mais on peut pas explicitement dire ce qu'on a en main, sinon ça rendrait la communication, la coopération vachement plus simple. Du coup vous allez pouvoir jouer des cartes, chacun à votre tour, on dit vas-y Romain tu vas jouer ta carte en premier. Il va jouer ses cartes, je sais pas si on en voit bien, on a un petit exemple vite fait ici. Il va jouer ce genre de cartes et il va faire toutes les actions, commençant par le haut et en allant vers le bas. On est obligé de tout faire, sachant que les actions vont nous faire des fois gagner des ressources, des fois perdre des ressources, etc., etc. Puis cette carte, on va la retourner. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, on aura un petit symbole ici. C'est les symboles des différentes villes qu'on va retrouver sur notre carte. Pourquoi c'est utile ? Parce que le prochain joueur, s'il joue sa carte et qu'il fait un lien avec cette ville, c'est cool parce que dès qu'on a 3 liens, donc dès qu'on a 3 fois le même symbole de ville à côté de nous, on va pouvoir défausser ces cartes pour y placer une œuvre d'art. En gros, on a localisé l'œuvre d'art dans la ville
petite condition, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas d'agent de la main blanche. Pourquoi? Parce que, après avoir joué mes cartes, pardon, je crois que c'est dans cet ordre-là, j'ai le déplacement. Ouais. J'ai le droit de me déplacer, donc sachant qu'on ne se déplace pas tous en même temps, on va où on veut, mais pour se déplacer, il va falloir payer des petits jerrycans d'essence. Ensuite, si on est sur une ville avec des agents de la main blanche, on va pouvoir éventuellement les affronter. Pour les affronter, on va pouvoir lancer des dés. En fonction de où on est dans la partie, ils auront une force à atteindre qui va être indiquée ici. Plus on aura récupéré d'œuvres d'art, plus ils vont être durs à combattre. On pourra aussi recruter des mercenaires qui sont des dés supplémentaires dans les combats. Et du coup, si vous arrivez sur une ville, j'arrive pas avec ce mot, hein, une ville où il n'y a pas d'agent de la main blanche et que vous avez localisé une œuvre d'art, vous la récupérez. Et votre but, c'est de toutes les récupérer, tout simplement. On va avoir une notion de points de vie aussi. Vos agents peuvent perdre des points de vie. Ça peut être aussi une ressource qu'on va sacrifier des fois pour recruter des nouvelles personnes, des choses comme ça. Voilà. Globalement, c'est à peu près ça, The Art Project. Superbement illustré pour ceux qui ont reconnu un peu la patte de Vincent Dutré. Et puis un jeu vraiment assez non, c'est très bien. C'est de cool. 1 à 6 joueurs, ça marche à n'importe quelle configuration. Ouais. Parce que l'effet leader est pas mal gommé avec la communication un peu restreinte. Complètement. C'est pas des grosses parties, ce 30-40 minutes. C'est pas simple, c'est ça, il y a un bon challenge. Ça, c'est bien. Vous avez 3 façons de perdre différentes et une seule de gagner. Du coup, il va falloir faire attention. Et vous avez 6 maps. Ouais, je crois que c'est 6 plateaux différents. 4 ou 6 plateaux complètement différents avec des mécaniques différentes. Vous allez pouvoir étoffer les règles du jeu, la complexité au fur et à mesure de la partie. Du coup, The Art Project, c'est vraiment très cool si vous aimez les jeux coop ou solo, parce que le mode solo est plutôt bien foutu aussi. Allez, petit prochain, on va parler donuts cette fois-ci. J'espère que vous avez déjà mangé, parce que ça donne faim. Du coup, Donuts, petit jeu de joueurs, c'est de petites parties, 10-15 minutes, vraiment rapide mais tendu. Un joueur va jouer les petits donuts blancs, un autre joueur va jouer les petits donuts noirs. Chocolat du coup, vanille. Début de la partie, vous prenez tous vos donuts et vous allez prendre les 4 plateaux qu'on voit ici, parce que là il y en a bien 4 qui sont recto verso, vous les mélangez et vous les mettez à côté comme ça. Du coup, vous allez avoir toujours un plateau différent à chaque partie, à peu près. Le but, c'est d'aligner 5 donuts à sa couleur pour gagner la partie. On va jouer chacun notre tour. À mon tour de jeu, je vais placer un de mes donuts de ma couleur sur le plateau. Le premier joueur le met où il veut, mais le prochain joueur, pas où il veut. Si je pose mon donut par exemple sur une case comme ça, comme la limite entre le blanc et le rose est comme ça, le joueur noir va pouvoir jouer un donut que ici. Lui ici, il joue ici, moi je pourrais jouer que dans la diagonale. Du coup, c'est tout un petit jeu où on va réfléchir à gêner l'autre, à faire en sorte qu'il pose à certains endroits que nous on veut et que lui ne veut pas, forcément. Alors il y a un petit twist, parce que sinon ce serait un peu simple. Quand vous mettez un donut entre 2 donuts de l'adversaire. Donc par exemple, est-ce qu'on peut faire un super exemple ici? Si on a tac, tac, tac. Oh, ils sont nuls. Ils en ont pas mis, j'ai l'impression. Bon, bref. Si j'ai 2 donuts blancs écartés, séparés d'une petite case vide, et que moi je pose un donut noir sur cette case vide entre les 2 donuts blancs, je me suis inséré. Et à chaque fois que je m'insère comme ça, les 2 donuts de mon adversaire, je vais les retourner à ma couleur. Exactement. Et cette petite insération peut survenir plusieurs fois, parce que si sur une diagonale et une ligne, je m'insère sur la ligne et la diagonale, je vais tout retourner. C'est un peu le principe de Othello à ce niveau-là, entre guillemets, même si Othello c'est entre guillemets le contraire, il faut être sur les extrémités, là c'est inversé, ça donne un peu de... Des fois vous êtes un peu, inséré quoi, mais voilà, c'est aussi simple que ça, c'est vraiment trop cool, c'est... super tactique, vous allez un peu comme dans Patchwork entre guillemets où vous prenez la tuile pour faire en sorte que l'autre prenne cette tuile là. C'est vraiment très cool. Donuts, on vous recommande à fond. Le matos c'est d'en faire aussi. Les donuts sont vraiment en bois, recto verso, vraiment très cool pour un prix en plus qui défie toute concurrence pour moi. Au niveau du matos, c'est vraiment chouette. Carrément. Hop. Allez, moi je continue avec, ici on a Casting Shadows, donc un jeu dans la gamme des Unstable Games, donc Unstable Unicorn, qu'est-ce qu'il nous fait d'autre, Happy Little Dinosaur, Here to Slay, enfin voilà, vous connaissez un peu, vous reconnaissez la patte graphique. Ici on a un jeu un tout petit peu plus grand en termes de place et de mécanique, mais qui reste quand même toujours très accessible. Donc ici vous incarnez des petits personnages qu'on va voir ici. Au début vous incarnez dans leur forme un peu classique, et puis éventuellement vous allez pouvoir grandir et réveiller votre forme d'ombre, votre shadow form, d'où le nom du jeu. On aura un petit plateau ici avec différents biomes. Il y aura des biomes pour les différents animaux, vous commencez dans un lieu qui vous est propre, il y aura un petit volcan, il y aura un petit désert. On y placera des cartes un peu tout autour, certaines seront visibles, certaines seront cachées. Vous allez pouvoir à votre tour de jeu faire 4 actions. Parmi les actions, il y a
principalement se déplacer. Quand vous vous déplacez sur une case avec une carte, vous allez pouvoir récupérer cette carte et l'ajouter à votre livre de sorts. En fonction du livre... vous avez une limite de 7 cartes, je crois, dans votre livre de sorts. Donc vous ne pourrez pas apprendre tous les sorts que vous voulez. Vous allez pouvoir... des fois lancer les sorts que vous avez appris. Vous allez avoir aussi une notion de dés. En fait, les dés vont définir les ressources au début du jeu. Au début de votre tour, quand vous lancez les dés, c'est ce qui définit les ressources que vous avez. Vous allez pouvoir une action pour relancer une partie des dés. Attention, sur certaines phases de dés, il y a des cristaux corrompus que vous ne pouvez pas utiliser, vous ne pouvez pas relancer. Si vous en avez encore à la fin de votre tour, vous perdez des points de vie. Le but c'est d'être le dernier en vie tout simplement. Ces petits cristaux, il y en a qui vont permettre de lancer des sorts, qui vont permettre d'apprendre les sorts, parce que quand vous les achetez, il faut pouvoir payer leur coût. Et vous allez avoir aussi des cristaux que vous allez accumuler pour justement potentiellement réveiller votre forme d'ombre. Quand vous réveillez votre forme d'ombre, vous retournez votre tuile personnage, vous devenez plus puissant. Maintenant, vous avez un espèce de petit sort ultime que vous pouvez débloquer en récupérant pas mal de petits cristaux d'ombre. Et vous allez pouvoir recruter comment ils appellent ça ? Un familier. Un compagnon, il y aura une liste de compagnons qui est disponible. Dès que vous vous transformez, vous récupérez un de ces compagnons. Et pareil, il aura un effet passif permanent pour tout le reste de la partie. Et donc attention, les compagnons, par contre, quand vous en avez un, vous ne pouvez pas le changer, vous n'en avez qu'un seul dans la partie, donc le choix sera important. Les sorts, cependant, il y en a plein de styles, vous allez pouvoir éventuellement virer un sort pour en apprendre des nouveaux. Il y a des sorts pour faire des dégâts en fonction de là où vous êtes sur le plateau. Il va y avoir des contre-sorts, puisqu'il y a un endroit, je crois que c'est dans le désert si je dis pas de bêtises, où vous allez pouvoir apprendre des contre-sorts. Donc quand vous récupérez un contre-sort, il est face cachée, il n'y a que vous qui connaissez l'effet du sort. C'est un peu comme une carte piège, vous le mettez face cachée devant vous, et dès qu'un adversaire déclenche l'effet qui est marqué dessus, paf, je retourne mon contre-sort, bam, t'as activé ma carte piège, finalement c'est toi qui prends les dégâts, etc. Tu es fait, Kaiba. Et donc voilà, vraiment, c'est ça. Jeu d'affrontement, vraiment très cool. Il y a beaucoup de sorts, il y a beaucoup de choses à faire. Ce petit côté forme d'ombre, est-ce que je récupère des cristaux d'ombre, est-ce que je récupère des ressources, voilà. Je gère ça un peu comme je veux. Et vraiment très fun pour le coup. Ouais, non, c'est très bien, c'est Battle Royale. Un peu, voilà, complètement, Battle Royale, c'est ça. Faut être le dernier survivant. Il y a c'est super accessible, mais il y a une très bonne rejouabilité. Beaucoup de sorts différents, pas mal de tactiques sur les déplacements sur le plateau, casting shadow c'est très cool et c'est super joli, hein. On Comme adore les designs de Unstable Unicorn. Allez. À moi un gros Humanity, trop bien, on l'attendait depuis un petit moment lui, parce que Johan Levé, un des créateurs de Turing Machine et le créateur de Archéologie, nous dessert maintenant un gros jeu bien touffu, bien expert, bien calculatoire, hein, parce que c'est Johan me fait quoi. Du coup c'est 2 à 4 joueurs, c'est des parties de 1h30 à 2 heures. C'est un gros jeu de gestion, de course au point, parce qu'il va falloir avoir le plus de points à la fin de la partie. Comment faire ça court? On va avoir un plateau central qu'on voit ici. Ce plateau central, vous allez avoir des tuiles ici qu'on va pouvoir construire dans notre zone de jeu personnel. On va avoir d'autres petites tuiles ici qui vont nous permettre d'avoir des points en fonction de plein de choses. Et vous allez avoir un gros bras là qu'on voit ici. Et ce bras il tourne, je vais y venir après. Comment ça se passe? À mon tour de jeu, c'est assez simple, j'ai des ouvriers. On en a 2 au début. Du coup, hop, on va prendre l'exemple du joueur bleu ici qui est déjà pas mal développé. Vous voyez, les ouvriers sont ici. Il y a une petite valeur, parce qu'au début ils ont une force de 2, on va pouvoir upper, faire des niveaux supérieurs à leur force pour avoir plus d'actions, parce que chaque niveau vous permet de faire une action parmi celles que vous allez pouvoir faire. Du coup, si je veux déblayer un peu mon terrain, parce qu'au début de la partie on n'a pas grand chose et comme on est sur une planète un peu pas ouf, on a des débris qu'il va falloir déblayer. Je peux utiliser un point d'action d'un de mes ouvriers pour enlever une étape d'un débris. Je peux avec cet ouvrier dépenser un point d'action pour activer un bâtiment que j'ai déjà. Avec ces bâtiments, vous allez produire des ressources, il y a différentes sortes. Ou avec cet ouvrier, vous allez pouvoir l'envoyer sur le plateau central ici. Donc on va dire le joueur bleu se pose ici, il récupère cette tuile ici, tout simplement. Cette tuile va venir à la place de l'ouvrier que j'ai envoyé. Du coup il va y avoir tout un petit jeu de construction, comment je mets mes tuiles dans mon espace de jeu, sachant que ça va venir faire des points en fonction de cartes objectifs. Si vous en mettez 3 bleus en diagonale, si vous mettez que sur un carré de pas plus de 2 couleurs, etc. etc. Au bout d'un moment, tout le monde va jouer et ce bras va avancer. Parce que votre ouvrier là, il est bloqué tant que ce bras ne le dépasse pas. Du coup, il va y avoir aussi tout un petit jeu de timing, tout un petit jeu de toi tu vas sûrement faire ça, donc je peux envoyer mon ouvrier là. Ah, tu fais pas ça m'embête parce que mon ouvrier il est bloqué pour le moment. Voilà, il y a tout ce petit truc là. Il va falloir gérer votre gestion de ressources, les constructions que vous faites, la course aux tuiles qu'on a. Donc c'est vraiment très cool. Faut vraiment bien anticiper, prévoir plusieurs tours d'avance. C'est vraiment cool. Humanity, très bien, trop bien Humanity. Carrément cool. T'es trop gros, tu t'en vas. J'en ai déjà enlevé certains moi.
Almost Innocent ici, encore un jeu coopératif pour le coup, j'aime bien ça apparemment. On est sur un peu une mécanique de Cluedo mais totalement revisitée et bien plus actuelle on va dire, et du coup bah coopératif. On est des petits, je sais plus, des aventuriers. C'est un peu dans l'univers d'Hidden Leaders, donc on voilà, est dans genre d'animaux chelous. Et en fait on se réveille un peu après avoir pris une petite cuite à la taverne locale quoi. On est un peu fatigué et il y a des crimes qui ont été commis et nous bah on a une partie des infos, on a des bribes de souvenirs mais on les a pas tous. Et donc on va essayer d'innocenter les différentes personnes avec les souvenirs qu'on a. Chaque joueur a ici un plateau joueur qui va tirer. On a le plateau central qui va nous donner différentes il y a des coupables, d'armes du crime, des lieux et le dernier j'ai oublié. Au début on joue qu'avec 4 choses à trouver. On a des cartes ici, donc les fameuses armes du crime, coupables, lieux. Chacun prend une carte de chaque et lui c'est ses souvenirs, c'est ses infos qu'il a. Sauf que ces infos là, ça lui concerne pas directement, ça concerne son voisin de gauche. Pour ça, donc on va noter ici nous ce qu'on a, on va noter un peu sur notre plateau quelle est la solution du voisin de gauche, et les endroits qui sont noirs au début, c'est les endroits qu'on peut barrer parce qu'ils sont pour l'instant pas utilisés. Maintenant, au tour de jeu, je vais essayer d'avoir des infos. Pour ça, je vais poser une question à mon voisin de droite, parce que c'est lui qui a ma solution, c'est lui qui a mon coupable, mon arme du crime, etc. Donc je vais lui poser une question, je vais lui demander par exemple, Romain, est-ce que sur la ligne numéro 3, il y a un objet qui me concerne ou un lieu qui me concerne. 0, t'es mauvais. Voilà, il va dire 0, donc je vais marquer que ici il n'y a rien à moi, ma solution n'est pas sur cette ligne. Cependant, une fois que j'ai posé cette question, c'est pertinent parce que dans un premier temps, on va mettre une petite clé sur la ligne numéro 3, plus personne pourra utiliser cet endroit pour poser les questions. Mais Romain maintenant va répercuter cette question sur son voisin de droite, qui lui ensuite va la répercuter sur son voisin de droite, et du coup la question que moi j'ai posée va faire le tour de la table et tout le monde aura cette information. Mais on n'a plus du tout accès à des questions sur cet endroit-là. Donc il faudra toujours être assez pertinent sur quelles infos je veux récupérer, mais quelles infos peuvent être utiles pour mes collègues aussi. Et donc ce que moi j'obtiens comme information, j'ai aussi besoin d'écouter un peu ce qu'ont récupéré les autres. Est-ce que ce serait pas utile de poser cette question? Lui il a déjà demandé des choses sur son arme du crime, est-ce que maintenant je vais pas demander plutôt sur le lieu, des choses comme ça. Du coup, le jeu est super cool, il y a un petit mode un peu campagne, où vous apprenez un peu au fur et à mesure qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, pourquoi vous êtes là, qui est le coupable, etc., etc. Après, vous pouvez rejouer le jeu à l'infini. Voilà, c'est pas juste une campagne. Il y a un petit mode campagne pour vous présenter les différentes difficultés de jeu, parce que vous allez avoir différents plateaux. Et plus les plateaux évoluent, plus ça va être compliqué de trouver la solution. Sachant que pour gagner la partie, il faut que tout le monde trouve la solution que possède son voisin de droite. Moi, il faut que je trouve le mobile, l'arme, le lieu et le criminel, mais c'est mon voisin de droite qui a ma solution. Moi, j'ai la solution du genre de gauche. C'est vraiment le croisement entre Cluedo et mots croisés quoi. Un jeu de déduction, c'est ça. Vraiment bien réfléchir, bien déduire, c'est vraiment trop cool, la DA est trop belle et le prix est vraiment trop cool aussi je trouve, ils ont fait un gros effort là-dessus Matago pour le coup, du coup on le dit, Almost Innocent c'est vraiment très bien si vous aimez les jeux coop, c'est de 2 à 5 si je me trompe pas tout à fait, et ça marche aussi bien à 2, 4, 3, 4, 5, ça marche très bien à 2 aussi, ça c'est vraiment un bon on va enchaîner sur le dernier jeu enfin, du coup hop, un autre jeu coop, Heredity. Alors là, ça va être complètement différent si on va vraiment changer d'ambiance. C'est univers post-apo, tout le monde est mort, nous on est une petite famille, on commence la petite campagne dans notre petite maison, donc il y a 5 chapitres, c'est quand même des gros chapitres, c'est 150 minutes, c'est ça. À part le premier qui est un peu plus court, parce que c'est le premier pour un peu découvrir, speech, mais voilà. Du coup, ça peut faire peur, mais je préfère prévenir. C'est super accessible. C'est la volonté des éditeurs et pour moi, ils ont vraiment bien réussi. Presque familial, vraiment, c'est super simple. Vous allez voir. Hop, alors, du coup, comment ça se passe? Heredity, vous allez chacun jouer un membre de la famille. Du coup, déjà, gros point pour l'immersion et la facilité pour prendre la peau de son personnage, c'est que tout le monde sait comment fonctionne une famille. Du coup, déjà, bam, un gros point d'accession. Chaque joueur aura son personnage qui est ici sous forme de petites cartes, et on aura des tuiles qui vont faire office de décor, parce que ça va être un jeu d'exploration aussi. Vous allez explorer au fur et à mesure les décors via les tuiles de où vous vous trouvez. Sur chaque décor, il va pouvoir avoir des objets à trouver, des choses à fouiller, des bruits qui peuvent intervenir, vous pouvez aller voir ce qui se passe.
vous pouvez avoir des ennemis qui vont pop ou des gens comme ça que vous allez pouvoir communiquer avec. Comment ça se passe? On va jouer chacun notre tour. Mon tour de jeu, j'ai 3 jetons action. Avec ces jetons action, je vais les dépenser sur les petits ronds qu'on voit ici. Soit je vais me déplacer, soit je vais discuter, soit je vais combattre. Voilà, c'est aussi simple que ça. Vous voyez, les règles sont super simples, mais le jeu est très immersif, c'est très narratif, parce que vous allez avoir un petit truc vraiment sympa, c'est ces petites lignes de temps ici. Au début, il y a plusieurs cartes qui vous disent avec un petit texte d'ambiance ce qui se passe, mais pas trop, genre vous entendez des bruits près de la fenêtre, et c'est tout. À la fin du tour, le petit marqueur temps va avancer et on va retourner la carte et là on va vraiment lire ce qui se passe, ce qui arrive, et vous allez avoir aussi des choix à faire en fonction de vos choix. Il y a certaines choses que vous verrez pas, il y a des choses que vous verrez dans les prochains scénars, parce que vous avez buté le pauvre ivrogne là, vous le revoyez pas, alors que si vous l'avez aidé un peu se remettre de sa cuite, hop, il revient et il va peut-être vous aider au prochain scénario. Vous avez tout ce petit truc là, donc c'est entre guillemets un peu rejouable mais pas non plus infini parce que c'est narratif, et voilà, tout simplement, c'est vraiment très chouette, la DA est géniale, carrément, super accessible, les règles c'est vraiment 5 minutes d'explication cash, vous pouvez vraiment vous mettre dedans, l'installation c'est aussi presque aussi rapide, c'est vraiment très cool, ça je vous le recommande si vous êtes amateur de gros jeux narratifs, d'exploration de donjons entre guillemets, mais que vous trouvez les boîtes toujours trop grosses, trop de règles, ça c'est vraiment pour vous, c'est trop accessible énormément. Heredity très ces petits événements sur la piste de temps, même si on, comme tu dis, quand on les rejoue, même si on les connaît, ils n'arrivent pas forcément dans le même ordre. Et donc, c'est ça, c'est toujours. Tu sais qu'il va arriver ça, mais tu sais pas trop quand ni comment. Donc, allez, dernière sortie, parce que j'ai menti. Parce que ça, c'était le dernier jeu, mais c'est la dernière sortie. Maintenant, on va faire cette sortie-là. Magic the Gathering. Dans l'univers infini des licences qui rachètent, vous avez Doctor Who qui sort dès aujourd'hui. Les 4 decks commandeurs sont disponibles. Les Booster Collector seront fin du mois, parce qu'il y a eu un retard de production de livraison chez les fournisseurs, du coup ce sera que fin du mois, mais en tout cas à partir d'aujourd'hui vous avez déjà les 4 decks préconstruits où chaque commandant c'est un Doctor Who différent, forcément on conserve le thème. Voilà, ce sera tout, toujours plein d'événements, vous avez été plutôt nombreux à notre tournoi Lorcana de mercredi, on vous remercie, c'était chouette. Samedi, dimanche on recommence des tournois, hier c'était Flash and Blood, après c'est Magic ce week-end, faut pas hésiter à venir et vous informer sur notre Facebook ou notre Discord, exactement. Voilà, on vous fait des bisous, ça a assez duré comme ça, et à la prochaine fois. À la semaine prochaine.